L'être humain adore se raconter des histoires. Et la plus grande de toutes, c'est de se croire fondamentalement rationnel. Ah bah ça, c'est le mythe ultime. Mais oui, on aime imaginer que nos vies, nos choix amoureux ou nos carrières sont guidés par la logique, par une délibération super prudente. Mais la réalité sous le capot, elle est tout autre. Complètement. La vérité brute, c'est que la plupart du temps, on est les jouets d'impulsions vieilles de plusieurs millions d'années. En fait, on est juste des primates anxieux en costume cravate. Et nous sommes le mercredi 1er avril 2026, et c'est le point de départ de notre plongée intellectuelle d'aujourd'hui. Et c'est un point de départ fascinant parce que l'architecture même de notre cerveau le prouve. Je veux dire, c'est une illusion incroyablement réconfortante de penser que notre cortex préfrontal, donc la zone de la pensée analytique, est aux commandes. Alors que pas du tout. Pas du tout. Biologiquement, l'information traverse d'abord notre système limbique, le centre de nos émotions. Et ça, bien avant d'atteindre la rationalité. On ressent avant de penser. Et cette fraction de seconde de décalage dicte l'essentiel de l'histoire humaine. Et pour cartographier cette psyché humaine, on va s'appuyer aujourd'hui sur une œuvre monumentale. On va analyser le livre Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Et la mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas de survoler vaguement des concepts, c'est d'offrir un vrai manuel de survie sociale et de souveraineté intérieure. Ouais, l'enjeu, c'est de dépasser la psychologie de comptoir. On va creuser l'histoire, la neurobiologie, pour comprendre ce qui motive nos actions quand la pression devient insupportable. Ok, décortiquons tout ça. Et je pose le cadre tout de suite, il ne s'agit absolument pas ici de juger la nature humaine, ni de dire ce qui est bien ou mal. C'est pas une leçon de morale, quoi. Exactement. Il s'agit de l'observer avec la précision froide d'un scientifique. On a 17 lois à couvrir et on va commencer par le chaos intérieur. La toute première étape, c'est de dompter cette fameuse irrationalité et d'affronter notre ombre. Oui, le concept d'irrationalité, c'est vraiment la loi numéro 1. Tant qu'on n'accepte pas qu'on est gouverné par des émotions, on ne peut pas espérer les maîtriser. L'exemple de Périclès à Athènes illustre ça parfaitement. Ah oui, face à Sparte? Voilà. Au 5e siècle avant notre ère, l'armée de Sparte menace Athènes. Et là, la population athénienne est en ébullition totale. L'amygdale collective de la ville est en feu. L'instinct grégaire réclame une bataille rangée. Les gens veulent se battre par fierté blessée, en gros. C'est ça. Mais Périclès a imposé une patience stratégique. Il a refusé de céder à la panique, il a conçu un plan de guerre d'usure navale en refusant le combat terrestre. Il a forcé son cortex préfrontal à reprendre le dessus. Et ça a sauvé la ville, mais ce qui est tragique, c'est la suite. Après sa mort, à cause de la peste, ses successeurs n'avaient pas du tout cette discipline. Ils ont cédé à la vengeance et à l'orgueil. Ils ont lancé cette expédition désastreuse en Sicile. Une expédition motivée purement par l'hybris. Et le résultat? Flotte anéantie, ruine d'Athènes. Les masses et les leaders faibles succombent toujours à l'émotion. C'est fascinant. Et cette perte de contrôle, elle vient aussi de l'intérieur, de ce que Carl Jung appelle l'ombre, la loi numéro 9 du livre. Absolument. L'ombre, c'est toutes ces pulsions, ces jalousies viscérales qu'on juge inacceptables. On les refoule. Le problème, c'est que maintenir le couvercle là-dessus, ça pompe une énergie psychique monstrueuse. Et quand ça explose, ça fait des dégâts. Regarde Richard Nixon, c'est le cas d'école parfait. Il avait un sentiment d'infériorité profond, un ressentiment énorme envers les élites intellectuelles. Une paranoïa constante. Oui, et il masquait tout ça derrière une façade de droiture. Mais cette ombre a fini par contaminer ses décisions, ce qui a mené tout droit au scandale du Watergate. Le contraste avec Abraham Lincoln est dingue à ce niveau-là. Lincoln souffrait d'une dépression clinique sévère, la mélancolie comme on disait à l'époque, mais lui, au lieu de la cacher, il l'a acceptée. Il l'a intégrée. Ouais, il a utilisé cette part sombre pour développer une empathie politique rare. Il comprenait la souffrance de ses adversaires sans les diaboliser. Et ça rejoint la loi numéro 8 sur l'attitude. Notre filtre mental crée littéralement notre réalité tangible. C'est la neuroplasticité avant l'heure, en fait. Une attitude craintive pousse à voir des menaces partout, ce qui crée une boucle de rétroaction fatale. L'exemple de Malcolm X dans le livre est bouleversant. En prison, dans une minuscule cellule, un environnement qui est objectivement un enfer, mais par pure volonté, il modifie son attitude. Il transforme cette cellule en université personnelle. Il recopie le dictionnaire, c'est bien ça? Mot à mot. Il a forgé une toute nouvelle identité intellectuelle. Et on retrouve la même mécanique chez Tchekhov.
Son père était d'une brutalité inouïe, mais Tchekhov a consciemment décidé d'adopter une posture de détachement et d'humour. Il a refusé de transmettre ce poison. Ça prouve qu'on n'est pas condamné par notre passé. Et cette introspection, elle doit aussi s'attaquer à la loi numéro 12, la rigidité des genres. Ah, ce point est tellement sous-estimé. Oui, la société nous force à nous conformer à des archétypes masculins ou féminins super stricts, ce qui ampute la moitié de notre potentiel. Intégrer notre polarité refoulée donne un pouvoir immense. Prends Caterina Sforza pendant la Renaissance. Elle maîtrisait la stratégie militaire la plus violente, très masculine pour l'époque, et une intuition diplomatique ultra fine. Elle était totalement imprévisible pour ses ennemis. Et, plus près de nous, David Bowie. Mhm. Il a joué avec cette fluidité créative toute sa vie sans jamais s'enfermer. C'est brillant. Mais bon, avec toute cette exploration intérieure, j'adore l'analogie du livre avec le cavalier et le cheval. Ah oui, l'analogie classique. Si l'on relie cela à une perspective plus large, le but n'est pas de supprimer nos émotions. La raison, c'est le cavalier. L'émotion, l'instinct, c'est le cheval. Le cavalier ne doit pas tuer le cheval, sinon il n'avance plus. Il n'y a plus d'énergie. L'objectif, c'est que le cavalier guide sa monture. Mais comment on applique ça au quotidien? C'est beau en théorie, mais quand l'angoisse monte dans le monde moderne, comment on entraîne ce cavalier? La rationalité, c'est un muscle. Une des méthodes les plus fortes, c'est de tenir un journal émotionnel rigoureux. S'observer comme une expérience scientifique. Exactement. Qu'est-ce qui a déclenché ma colère en réunion? Pourquoi cette remarque m'a rendu insécure? En notant ça, on crée un délai microscopique entre le stimulus et notre réaction. Et c'est dans cette fraction de seconde que réside la liberté de choisir sa réponse. Ce qui m'amène à une transition vers notre deuxième partie. Une fois que ce cavalier a compris son cheval, il doit affronter le monde extérieur. On entre dans le théâtre social. Comment naviguer quand tout le monde joue un rôle? C'est la loi numéro 3 sur la persona. La persona, ça vient des masques en bois du théâtre antique. Et la vie en société exige ces masques. L'empereur romain Auguste était un virtuose de ça. Il a vu ce qui est arrivé à Jules César. Simple citoyen dévoué. Et en coulisses, il démantelait les institutions pour prendre un pouvoir absolu. Le masque pacifiait le public. Mais il faut surtout apprendre à lire derrière les masques des autres, surtout avec le spectre du narcissisme, la loi numéro 2. L'opposition, dans le livre entre Léon Tolstoï et Ernest Shackleton, est frappante. Ah oui, les deux avaient un ego énorme. Mais Tolstoï, c'est le narcissisme toxique par excellence. Déguisé en pureté morale. C'est le pire. Publiquement, il prêchait la bonté universelle, la pauvreté. Mais dans l'intimité, il était tyrannique avec sa femme, Sophia. Il lui laissait tout le fardeau matériel et lui imposait ses idéaux avec une rigidité cruelle. Son empathie était purement littéraire. Alors qu'à l'opposé, Shackleton bloquait dans les glaces de l'Antarctique avec son équipage de l'Endurance. Face à la mort, il déploie une empathie viscérale. Il observait ses hommes, repérait les baisses de morale et utilisait son narcissisme pour sauver le groupe. Et il a ramené tout le monde vivant. Ce que Shackleton avait compris, c'est la loi numéro 7 sur la défensive. On a tous une image de nous-mêmes qu'on aime bien, intelligent, autonome. Attaquer ça de front, ça déclenche l'amygdale direct. C'est pour ça que Lincoln flattait le général McClellan pendant la guerre de sécession. Exactement. McClellan avait un ego astronomique et il était souvent inactif. Si Lincoln l'avait humilié, McClellan aurait saboté la guerre. Donc Lincoln validait subtilement son ego pour abaisser ses défenses et garder l'armée unie. C'est de l'aïkido psychologique. Et dans ce théâtre social, on trouve deux autres lois. La convoitise, loi 5, et l'envie, loi 10. La convoitise, c'est le désir de ce qui est inaccessible. Coco Chanel et Greta Garbo maîtrisaient ça. Elles ont compris que la surexposition tue le désir. Ouais, en cultivant l'absence et le mystère, elles laissaient le public projeter ses fantasmes. Mais si la convoitise est un outil, l'envie, c'est un poison sournois. L'histoire de Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, est tragique. Trahi par sa propre amie, Jane Williams. Voilà. Une jalousie qui se manifestait jamais ouvertement, que des fausses consolations, des rumeurs avec un sourire, une sape psychologique totale. Parce que l'envie est inavouable socialement. Personne dit « je suis rongé par l'envie ». Donc il faut apprendre à repérer ces micro-expressions d'hostilité ou les compliments à double tranchant. Mais là, attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Porter un masque, flatter l'ego pour contourner les défenses, créer de faux mystères, c'est pas juste de l'hypocrisie, un mensonge permanent. C'est la réaction éthique normale de penser ça. Mais la persona, c'est pas de la malveillance, c'est un lubrifiant social indispensable.
Si on exprimait nos agacements bruts à chaque instant, la société s'effondrerait en 48 heures. C'est clair. Jouer un rôle, c'est de la diplomatie. La différence avec un sociopathe, c'est l'intention. Est-ce que tu cherches à détruire l'autre ou à fluidifier les interactions pour le bien du groupe? Ok, admettons qu'on maîtrise cette diplomatie, qu'on ait du succès. C'est là qu'un nouveau piège se referme. Le piège de l'instant, de la myopie et de la grandiosité. C'est là qu'on observe le caractère sous pression, la loi numéro 4. Parce que le masque finit toujours par se fissurer sous un stress intense ou trop de pouvoir. Regarde le président américain Lyndon Johnson. Sous la pression de la guerre du Vietnam, son besoin de contrôle l'a poussé à un micromanagement délirant. Il choisissait lui-même les cibles de bombardement depuis la Maison-Blanche. Il a saboté sa propre armée. Ou Howard Hughes, dont la fortune immense l'a isolé de la réalité. Il a fini nu dans des hôtels aseptisés à cause de sa germophobie, sans aucune limite imposée par le monde extérieur. Et avec le succès vient la loi 11, la grandiosité. Le cerveau subit cette illusion où on attribue à son propre génie ce qui relevait du travail d'équipe ou de la chance. Comme Michael Eisner chez Disney. Il a relancé la boîte, puis son ego est devenu si gros qu'il écartait ceux qui le contredisaient, ce qui a causé sa chute. Ou Mao, avec le désastre du Grand Bond en avant, et le général MacArthur en Corée. La grandiosité détruit la capacité à douter. Et ça aggrave la faille de la myopie, loi 6, et l'agressivité de l'instant, loi 16. Notre cerveau déteste penser à long terme. La gratification immédiate s'est ancrée biologiquement. Ça explique la bulle spéculative de la South Sea Company au XVIIIe siècle. Ou Napoléon en Russie. Obsédé par une victoire rapide, il a ignoré la logistique et condamné son armée à l'hiver russe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les plus grandes réussites exigent un temps long que notre cerveau déteste. Darwin a attendu 20 ans pour publier sa théorie. Warren Buffett investit sur des décennies. Le stratège chinois Zhuge Liang refusait l'urgence imposée par l'ennemi. Alors que notre époque nous bombarde avec les réseaux sociaux, qui exigent une réaction à la microseconde. L'indignation instantanée, ouais. On vit une atrophie totale du temps long. Ce qui soulève une question importante. Comment on perce ces illusions collectives? La loi numéro 17. L'histoire prouve qu'on fuit la vérité inconfortable. Pendant la Première Guerre mondiale, les dirigeants se sont convaincus que le conflit serait court, contre toute évidence. Et les banquiers en 1929 ou en 2008, pareil. Des fictions rassurantes plutôt que la réalité. La parade, c'est le doute méthodique de Descartes. Ne jamais faire confiance à sa première impulsion émotionnelle. Observer avec un détachement clinique. Donc on arrive à la dernière section, la force du collectif. Comment on s'insère dans un groupe sans se faire engloutir? Parce que la loi 14 sur le conformisme montre que le groupe tire l'individu vers le bas. L'émotion virale prend le dessus. Pense, c'est la révolution culturelle chinoise. Le groupe éteint l'esprit critique. La solution sociale, c'est de créer des groupes de réalité basés sur la diversité intellectuelle. Mais au niveau individuel, pour résister, il faut la loi 13. Une quête de sens. Une boussole intérieure. Martin Luther King Jr. en est l'exemple parfait. Sa force venait pas juste de son charisme, mais de son alignement avec une nécessité historique. Il incarnait un but supérieur. Et c'est là qu'on touche à la loi 15, sur le leadership. Les mythes du chef autoritaire ou du démagogue s'effondrent toujours. L'autoritaire crée du ressentiment. Le démagogue, lui, veut juste être aimé et perd toute crédibilité. Le livre décrit des vrais modèles, le libérateur comme King, le fondateur visionnaire comme Washington ou Jobs, l'artiste comme Picasso, le professeur comme Marie Curie ou le guérisseur comme Gandhi. Voilà. Ce sont des archétypes durables. Mais alors j'ai une question sur notre culture d'entreprise actuelle. Aujourd'hui, on nous dit qu'un bon leader doit être le copain de son équipe, le fameux boss sympa. Pourquoi ces sources disent que c'est une erreur fatale? Parce que ça méconnaît la psychologie de l'autorité. Être trop familier, ça détruit la distance et l'aura symbolique. Le jour où ce boss sympa doit prendre une décision difficile pour la survie de la boîte, il est désarmé. L'équipe le prend comme une trahison personnelle. Exactement. La vraie autorité vient de la cohérence, de l'exemplarité sur le terrain et d'une exigence énorme envers soi-même. Pas de la recherche d'approbation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comprendre ces 17 lois, décortiquer notre système limbique, l'ombre, les masques sociaux, la myopie, c'est pas juste de la théorie. Pour ceux qui nous écoutent, c'est l'outil ultime de souveraineté intérieure. C'est ça, ne plus être l'esclave de ses biais cognitifs ou des manipulations de l'entourage. Et résister à la tyrannie de l'immédiateté. C'est vraiment un acte d'émancipation. Une souveraineté exigeante, ouais.
Mais je finirai bien sur une idée un peu provocatrice pour prolonger tout ça. Vas-y. Si la maîtrise de la nature humaine exige d'éradiquer nos illusions, de dompter nos passions pour tout voir avec une froide rationalité, est-ce qu'on risque pas de perdre en chemin l'étincelle de folie douce qui rend l'expérience humaine si poétique? Ah, tu veux dire que sans cette irrationalité, pas d'élan amoureux ou de création artistique? Exactement. L'hybris et les illusions sont dangereuses, oui, mais un monde purement rationnel et clinique, ça serait pas désespérément aride. C'est une excellente réflexion pour clore cette plongée. Accepter de comprendre la machine dans nos têtes sans pour autant éteindre l'étincelle qui l'anime. On laisse cette question en suspens pour que notre auditoire continue le voyage. Garder l'esprit critique tout en acceptant notre propre humanité, c'est le défi de toute une vie.